Bon, que ce soit clair entre nous, histoire que vous sachiez à peu près qui vous adresse la parole. Bon, histoire que ce soit clair entre nous et que vous sachiez à peu près qui vous adresse la parole, ce serait un honneur absolu pour moi de réaliser le live action de La planète au trésor ou Atlantide. Avec Mulan, ça fait quand même partie des films qui m'ont le plus marqué pendant mon enfance. Voilà, mis à part ce détail, ce que vous êtes en train de regarder n'est que le résultat non exhaustif de mes recherches que j'avais envie de vous partager, une espèce de thèse, chimère, analyse. Bref, désolé pour les rageux, mais dans cette vidéo dont vous connaissez déjà le titre, on n'est pas du tout là pour critiquer bêtement les fans de Disney. Au contraire, on est là pour essayer de comprendre le mouvement, comprendre le fonctionnement des parcs, analyser aussi les comportements sociaux qui se cachent derrière, et essayer de comprendre les gens qui critiquent le tout. Pour ce faire, nous allons partir à la rencontre de ces fans de Disney, mais aussi de gens qui ont travaillé pour le parc, qui travaillent encore pour le parc, ainsi qu'une psychologue spécialiste en développement. C'est très illustré, mais si vous voulez écouter ça en podcast, ça marche aussi. Bon visionnage, bisous. Générique. Voilà, ma première interaction avec des vrais fans de Disney. C'était il y a quelques mois, le Disney Shop de Times Square, 10h du matin. Les gens sont présents et motivés, quoi. Mais bon, ils sont entre eux, ils font de mal à personne. La vie est belle. Alors, pourquoi ça? Ew, I've had sex with It you. is the mark of my people. Ce que je vous montre là, ça a surtout été écrit et réalisé quelques temps après la pandémie de Covid-19. On trouve un premier indice de la possible cause de cette haine dans l'article de la journaliste H. Dixon pour Rolling Stone Magazine. Alors que le Covid fait des milliers de morts partout dans le monde et que les États-Unis n'échappent clairement pas à la règle, on retrouve pourtant des fans de Disney qui vont militer d'abord pour le maintien puis pour la réouverture des parcs, des lieux alors propices au rassemblement et donc à une forte contamination. Or, que se passe-t-il lorsqu'une poignée de personnes d'un groupe se mettent à dire n'importe quoi sur un sujet que tout le monde fait semblant de comprendre? Eh ben, c'est tout le groupe qui prend. Évidemment. À partir de là, les fans de Disney vont se retrouver sur le devant de la scène pour devenir, c'est pas moi qui le dis, c'est Dixon, the most hated group on the internet. Personnellement, je trouve le terme un tout petit peu énervé, mais bon, malheureusement, ça va pas aller en s'améliorant à cause de... Je suis désolé, il faut que je le montre, hein, mais voilà, à cause de ça. Ok, bon, je vais pas commencer à vous expliquer ce que c'est un fan de Disney, vous savez ce qu'est un fan, vous savez ce qu'est Disney, voilà. Ce qu'il faut comprendre, comme le décrit Curtis Conner dans A Deep Dive into Disney Adults, c'est qu'il y a plusieurs types de fans, allant des amoureux des films, comme moi, je pense, jusqu'aux avides des connaissances inutiles, genre la position des nouvelles toilettes du prochain parc. Oui, ça existe, et on va en parler aussi. Quoi qu'il en soit, ce que je veux dire, c'est que ces gens-là ne représentent qu'une minorité des fans de Disney. Et pourtant, c'est toute la communauté qui va devoir payer les pots cassés et recevoir des retours d'une violence inouïe, dont je vous épargne les propos ici. Mais cet événement va nous permettre d'analyser un phénomène qui se passe que depuis une trentaine d'années, je dirais. Celui-ci là. Et d'ailleurs, je vais vous proposer d'écouter quelqu'un qui s'y connaît un tout petit peu mieux que moi sur le sujet. Tu sais, les personnes, elles ont besoin de retrouver leur endogroupe. Donc on cherche tout le temps des groupes d'appartenance pour se sentir mieux. Effectivement, il y a des normes, on est des, comme j'ai dit, des êtres sociaux, donc on doit correspondre dans l'espace public à certaines normes, malheureusement, heureusement, j'en sais rien. T'as des sphères différentes dans la vie. T'as la sphère publique, ce que tu laisses voir, la sphère privée, la sphère intime. Mais la sphère privée, t'y mets quoi dedans? À partir du moment où tu as, par exemple, Disney, c'est quelque chose de très précis, donc c'est privé. Sauf que comme il y a tellement de monde qui adhère, t'as tellement tout le monde qui te ressemble, que ça devient un nouvel espace public, déjà super réconfortant, très agréable, puisque tout le monde est dans ton mood, quoi. Et en même temps, c'est pas si... c'est répandu, mais c'est pas une majorité de population. Et voilà le point d'impact en fait. Avec l'arrivée d'internet et des caméras bon marché, c'est l'avènement des réseaux sociaux. Les cercles personnels et privés viennent se mélanger au cercle public pour ne former qu'un seul gros cercle. Celui où on partage tout, on raconte tout et on dit tout ce qu'on pense. Alors, quand c'est une passion personnelle que l'on partage à une communauté qui pratique la même passion, pourquoi pas? Mais ici, c'est Lola qui nous apporte une petite nuance. Après, par exemple, aussi sur les réseaux, quand j'ai un réel, une vidéo ou une photo qui est virale,
et qui attire donc une communauté qui n'est pas la mienne, de personnes qui sont hors Disney et qui sont pas forcément intéressées par ce sujet, effectivement, j'ai beaucoup d'hommes qui m'insultent, entre parenthèses, d'enfants, de femmes qui ne savent pas s'assumer, d'une personne qui n'est pas capable, je ne sais pas, de tenir un foyer. Enfin, tu vois, tous les sarcasmes qu'on peut entendre depuis millions d'années. Et il est là le cœur du phénomène. Si on voulait vraiment défendre les réseaux sociaux, on dirait que c'est pas vraiment le mélange des cercles qui pose problème. C'est plutôt la rencontre de ce mélange avec les exogroupes. Eux ne vont pas comprendre et donc trouver ça dérangeant, critiquer, haïr. Bref, on connaît la recette. À remettre dans le contexte, ça semble même très insultant pour des personnes qui ont perdu des proches, qui sont en deuil, etc. Ça a été des morts en masse, ce Covid, donc... Et effectivement, quand t'es en deuil et que les voisins font la fête, t'as un peu envie de tout casser. Bon bah voilà, on a niqué l'ambiance, salut, bonne journée. Mais en même temps, est-ce que t'as pas le droit de te réjouir ? Ah bah oui, c'est vrai ça. Personne les a critiqués, les gens, quand ils sont retournés crier et pleurer dans les stades. Étrange. Vous savez quoi ? On va y revenir dans quelques minutes. En attendant, j'aimerais laisser la parole aux principaux intéressés et partir à la rencontre de leur univers. Disney, je pense que c'est ma mère qui adorait Disney, déjà. Mais cet amour profond, je pense qu'il est arrivé dans ma vie à un moment où j'en avais besoin. I think from my mother. She's a absolutely Disney fan. J'ai 2 frères et sœurs et mes parents, ils n'ont pas eu l'opportunité ni l'argent pour nous emmener à Disney en famille. Donc la première fois que j'y suis allée, c'était pour mes 20 ans. C'était en décembre 2013. J'avais 5 ans avec mes parents. 99, c'est la première fois et j'y suis pas retournée après, avant 2005. Alors c'est marrant parce que j'ai remarqué 2 patterns intéressants chez les fans de Disney. Le premier, c'est quand ils ont eu la chance d'y aller 1 ou 2 fois quand ils étaient petits. Vous savez, c'est ce fameux voyage qu'on fait en famille parce qu'il faut absolument aller 1 fois à Disney dans sa vie. C'est un peu un symbole de réussite économique et sociale, un peu comme l'iPhone 14 ou le Starbucks. Peu importe si on en a réellement envie ou pas, ce sont des cases à cocher pour montrer aux voisins qu'on a une vie remplie de succès, quoi. Putain, c'est ma prof d'éco qui serait contente, hein. Bonjour madame. J'espère que vous allez bien. J'avais un gros crush sur vous, même quand vous arrivez défoncé au lycée. Bisous. Bref, donc en général, on a soit un voyage entre 4 et 8 ans, soit pas du tout. Mais le résultat est le même, il y a une espèce de frustration, une envie d'y retourner, et dès qu'on atteint l'âge adulte et qu'on a la possibilité financière d'y retourner, là c'est parti, les gens se lâchent quoi. Bah c'était un peu ça, c'était une sorte... c'est pas une vengeance parce que c'est pas le terme, mais mon père travaillait beaucoup, ma maman devait s'occuper de moi, de mes frères... C'était compliqué, tu vois, la situation était compliquée d'une autre manière. Et très délicat pour moi vraiment de pas pouvoir aller à Disney, mais c'était la vie. Et vraiment, je me suis dit, là, j'arrête, là, ça y est, je peux gagner ma vie, il est temps d'y aller, go, tu vois. C'est parti. 2018, j'y suis allée 4 fois dans l'année. Et depuis, j'essaye de faire 1 fois par an. C'est au fur et à mesure, en fait, d'aller dans les parcs. Au départ, j'y allais 1 fois par an. Et au bout d'un moment, j'ai commencé à prendre un pass annuel. Puis après, j'ai pris un pass annuel un peu plus le plus haut pour pouvoir y aller vraiment quand je veux, 1 fois par mois. Et au fur et à mesure que tu y vas souvent, en fait, tu tombes dedans. J'y vais très régulièrement, 1 fois par mois, peut-être 2. Et depuis, j'ai également eu la chance de visiter d'autres parcs dans le monde. J'ai fait Walt Disney World en Floride, Disneyland, qui est le parc original donc, de Walt Disney aux États-Unis, en Californie. Et j'ai également été à Tokyo Disneyland, donc au Japon. Cette envie-là, c'est l'envie de toujours plus, c'est-à-dire que tu commences avec ton film, t'as envie de vivre plus, tu vas sur le parc à Paris, puis t'as envie d'avoir encore plus, donc tu vas chercher les autres parcs aux États-Unis, en Asie, etc. Et éventuellement, si tu pousses encore le truc plus loin, tu fais une croisière, tu commences à toi-même partager sur tes réseaux. Il y a une question que je me demande, c'est, ok, tu vas 1 fois, t'as rentabilisé ton billet, tout ça, mais pourquoi ce besoin d'y retourner ? Les visiteurs qui vont venir en famille 1 fois tous les 3-4 ans, ils vont faire les attractions et la parade. Et le spectacle du soir. Tu vois. Que le fan Disney qui vient régulièrement sur le parc, éventuellement il arrive pour l'ouverture, il va profiter de son accès s'il en a un avant l'ouverture du parc, etc. Et il va vraiment vivre le parc différemment, c'est-à-dire qu'il va préférer se promener, profiter de l'ambiance, éventuellement prendre un petit truc à grignoter. Et pareil pour les spectacles, on va beaucoup s'orienter vers les spectacles en tant que fan, plus que vers les attractions, parce que les attractions, elles ont toujours été là et elles seront toujours là. Avoir une expérience beaucoup plus chill finalement que le visiteur qui veut absolument rentabiliser son séjour. Y sobre todo,
Si lo puedes compartir con gente que quieres, amigos, familia, es como algo muy, muy especial. El sentimiento que transmite el parque, la emoción que está allí viviendo todo el rato es de felicidad, ¿no? Es de pasarlo bien, de estar, pues eso, ¿no? Feliz, es que la palabra es feliz, sí. Il y a forcément un soupçon de nostalgie. Il y a un truc où en fait, tu n'as pas de problème à Disney. Si tu coupes ton téléphone et que tu marches dans le parc, t'as pas de problème. On se sent protégé et on peut se dire, bah voilà, on est dans le parc, d'un côté je peux aller chez les pirates, de l'autre côté je suis une princesse, en face il y a Jurassic Park, je peux voir des dinosaures. Enfin, moi je le ressens comme ça, dès que je passe les portes du parc, mon origine, mon âge, ça compte plus. Comme tu disais tout à l'heure, en sécurité et bien apaisé. Attendez, comment ça, en sécurité? Vous voulez dire que la vraie vie, elle est pas géniale? Hein? On n'est pas heureux de vivre dans ce monde? 4 millions d'hectares sont déjà partis en fumée. Qui peut blâmer quelqu'un d'avoir envie d'échapper à tout ça? Juste une journée de temps en temps. Comme le dit Horizon Gould dans La France a peur, le syndrome du grand méchant monde, les médias ont en plus tout intérêt à vous balancer des nouvelles terrifiantes à longueur de journée, parce qu'après les infos, il y a la pub. Eh oui, la publicité qui apparaît alors comme la solution à tous les problèmes. Attends, quoi? Ce yaourt 0% est tellement bon qu'il me fera sourire alors que 46 000 personnes viennent de mourir en Turquie? Génial! Wow, oh my god, faut que je l'achète direct. Les médias étant rémunérés par la publicité, ils ont tout intérêt à faire fonctionner ce système. Et c'est bien pour ça que quand ils cherchent à parler des fans de Disney, ils vont clairement pas essayer d'analyser ce sujet, et ça se retrouve bien dans leurs annonces. Alors là, on m'a envoyé une annonce du Parisien, regardez, c'est absolument magique. Bonjour à vous, chers lecteurs, recherche un collectionneur ou une collectionneuse d'objets de tout type, toute forme et toute taille en lien avec l'univers Walt Disney. Et encore mieux avec Disneyland Paris. Nous cherchons des personnes dont la collection prend vraiment une grande place dans leur vie et surtout dans leur logement. Beaucoup de place. Voire trop. Bonjour, j'aimerais faire un reportage sur vous pour vous critiquer, vous moquer et me faire la thune sur votre dos, ça vous dit? Bon, pour revenir au sujet, c'est vrai que t'as pas vraiment de problème à Disney. T'as payé, t'as le droit d'être là, tout ce que t'as à faire c'est profiter. C'est vrai que c'est une sensation un peu étrange par rapport au monde dans lequel on vit. Je me demande comment est-ce qu'on crée cette sensation. C'est-à-dire qu'une fois que tu rentres dans cet univers-là, dans le meilleur des mondes, tu vois plus l'espace autour. Donc tu as vraiment cet effet d'immersion qui est souvent un terme qui était vraiment utilisé tout le temps il y a 5-6 ans, qui est un petit peu moins maintenant, mais vraiment cet effet d'immersion où tu es englobé par l'univers qui est autour de toi. Les seules choses qui s'offrent à toi, c'est pas des bâtiments au loin d'une cité un peu moche ou même d'une attraction d'une autre partie du parc. C'est suffisamment bien fait et bien pensé pour qu'il y ait des trompe-l'œil et des murs de décor qui soient dressés entre toi et ça pour que jamais tu ne les aperçoives. Donc là, pour le coup, tu as vraiment l'impression d'être ailleurs et je pense que c'est quelque chose que recherchent les gens. Pour chaque masque, il y a un énorme cahier des charges et pour être capable de reproduire la tête de Mickey, que le spectateur lambda pense qu'il n'y a qu'un seul Mickey dans le parc, le Mickey, et en fait il y en a 3, ils vont être toujours avec des itinéraires et des feuilles de route opposées de manière à ce qu'ils se croisent jamais et que les gens ne les voient pas 2 fois non plus. Et ils vont être complètement identiques pour créer l'illusion qu'il n'y en a bien qu'un seul. Il y a un cahier des charges très très fourni sur la référence de la couleur, la taille de chaque forme à refaire sur le personnage, l'étincelle ici, là, le tissu à couper à tel endroit. Enfin, c'est vraiment un objet qui doit être reproduit à l'identique à chaque fois. Ils travaillaient toute leur section de parc avec cette idée d'avoir des trompe-l'œil et des effets de perspective forcés pour te donner l'illusion parfois que quelque chose est beaucoup plus loin qu'il n'est en réalité. Par exemple, dans le parc Star Wars de Disney qui a ouvert à Orlando et à Hollywood, il y a des roches qui sont accrochées sur des poteaux de métal. On ne voit pas les poteaux. Ils ont l'air plus grands que ce qu'ils ne sont en réalité. C'est juste qu'ils ont travaillé d'une certaine façon en termes de forme. Ils sont accrochés et tu as l'impression que c'est vraiment plus loin. Et le fait d'en avoir plusieurs autour de toi te donne l'impression que quand tu aperçois ces éléments-là, et même sans les apercevoir, juste avoir la conscience qu'ils sont autour de soi, te donne l'impression que autour, les fausses montagnes qui sont autour sont par exemple beaucoup plus loin qu'elles ne le sont en réalité. L'une des choses sur lesquelles nous on travaille et qu'on peut même augmenter, c'est faire de la projection sur ça et tu peux encore plus
rendre ces décors encore plus immersifs et encore plus développés. Un des meilleurs exemples de ça, c'est le château d'Harry Potter. On s'attend à ce que les gens le regardent d'un certain angle, donc il suffit juste d'étirer certaines lignes pour te donner cette espèce d'effet de perspective, et t'as l'impression qu'il est plus grand que un huitième. Et quand tu rajoutes de la projection dessus la nuit, tu peux vraiment jouer encore plus sur ces effets-là. Donc tu peux avoir l'impression que des effets de déflagration, par exemple, sont encore plus grands qu'ils ne le sont en réalité. C'est juste que comme ils sont vus d'un seul point de vue, on peut les étirer, les déformer et jouer sur l'anamorphose. À Disneyland Paris, il y a le parc. Et puis, il y a un parc dans le parc, on a envie de dire. Le village de Disney, où là, il y a vraiment tous les employés qui œuvrent pour le parc, qui travaillent sur place. Et tu as des navettes avec un circuit qui t'emmène dans chaque atelier. Il y a pour le maquillage, pour les costumes, pour la réparation de tout ce qui est cassé. Donc il y a des menuiseries, il y a des serrureries, il y a des ateliers peinture. Ça, c'est pour vraiment restaurer tout ce qui est abîmé. Il y a des ateliers d'accessoires, il y a des ateliers pour réparer les robots aussi qui sont abîmés. Dans le pôle costume, il va y avoir les chapeliers, ceux qui font les robes, les chaussures, etc., etc., etc. Donc il y a beaucoup de monde qui travaille rien que sur l'aspect décor à Disney, en plus de tous ceux qui travaillent dans les cuisines, dans le nettoyage, dans l'entretien des lieux. Et c'est aussi des petits mondes là, donc il y a des gens qui quittent, qui vont chez l'un ou chez l'autre, Okay. qui leur carrière c'est en fait d'aller 1 an par ici, 2 ans par là. C'est des savoir-faire extrêmement pointus. Okay. Et puis il peut y avoir parfois du débauchage. Il y a des stars en effet là qui sont dans certains milieux là d'animatronics, même du décor ou de la conception créative. Il n'y a pas de place au hasard, quoi. Tout est paramétré, millimétré. Il y a des gens qui travaillent la nuit quand tout le monde part pour tout restaurer, tout repeindre, pour enlever les fleurs fanées et remettre des nouvelles fleurs, pour recoller, pour ressouder. Enfin, c'est un peu dingue en fait. Et d'arriver le matin à 6h quand personne n'est là et de voir toute cette petite... toute cette usine en fait qui s'active pour vraiment créer le monde parfait, c'est assez dingue quoi, de voir autant de gens et d'énergie déployée. Honnêtement, c'est incroyable. J'avais aucune idée que j'allais plonger dans un monde comme ça en essayant de m'intéresser à l'univers de Disney. Je savais pas du tout que c'était aussi immense, mais en même temps, c'est évident quoi. Et puis il faut bien comprendre une chose, je suis réalisateur, mon métier c'est de créer de la magie. Et là, ce que je comprends, c'est que les parcs d'attractions, c'est exactement leur objectif en fait. Réaliser un film live, interactif en plus, tous les jours. Ça me fait un peu penser au pacte de crédulité du spectateur. Au début d'un film, en général pendant les 15 premières minutes, on accepte toutes les règles que nous présente le réalisateur. C'est l'univers de son film, et il a bien besoin de nous expliquer comment tout fonctionne pour pouvoir ensuite nous présenter son histoire. Ça implique une très bonne écriture. C'est interdit de balancer un dragon à la fin de Twilight pour sauver les personnages. Ce serait briser les règles de l'univers, briser le pacte de crédulité du spectateur, et donc on casse tout quoi. On peut comprendre qu'il y a un tout petit peu de pression qui pose sur les épaules des cast members. Ils ont l'obligation de maintenir à flot cette crédulité du spectateur tout au long de la journée. Mais je me dis, quand je vais dans les parcs, en fait, ce que je vois dans les films, ça existe en réel. Tu rentres, tu plonges dans cet univers quoi. Tu fais faire partie un peu de cet univers quoi. C'est ça. Ok. On a vraiment l'impression d'être nous-mêmes dans un conte de fées. Il y a le décor, il est tellement travaillé qu'on a l'impression de nous aussi vivre une histoire. Tu sens que Walt Disney a réussi avec brio à transposer ce qu'il faisait en dessin animé dans ses parcs. You're open to imagination, you're open to the magic that the park will bring you, will offer you. La dernière fois, j'avais rencontré Captain Marvel et tout. D'un côté, tu te dis, ok, c'est pas la vraie n'existe pas, mais ce côté-là, tu le laisses tomber pendant ce moment-là. Et ce parallèle que je fais entre Disneyland et les films, il vient pas de nulle part. Quand j'étais petit, me cacher sous la couette avec mon lecteur DVD portable pour regarder un film que j'avais choisi, c'était le moyen d'échapper à mon quotidien. Que ma journée se soit bien passée ou pas, le but c'était de décider de ce que je veux faire de mon temps, la seule richesse que j'avais à l'époque. En vivant une aventure qui m'avait l'air personnelle, loin de tout. Yes, everything is a stage. It's like a movie. It's like a script, but at the same time, they have the freedom to play and work and use that magic to make that person a magic experience, like something unique. At the end, you're there to play, and characters and cast members they will play with you. So it's like a game because you're going to have fun and they will have fun with you, so everything can happen. Et avec les passes annuelles, les fast tracks customisables qui te permettent d'installer une application qui t'appelle quand c'est ton tour de passer dans l'attraction, les easter eggs dissimulés un peu partout dans le parc, Disney nous fait sentir encore plus proche de l'univers, plus présent.
plus important. À tel point que même les gens qui ont du mal à s'exprimer, ils y arrivent grâce à ça. What else do you like to do when you go to Disney? I do like to meet the characters. Oh really? Do you have any favorite characters? Stitch. Stitch, really? Okay. Can you tell me why? He's such a cute character. I had a little puppet of Stitch when I was younger. I love it. I had this little book and I was getting all the autographs of the characters. Do you do something like that too? Yeah. It's cool because I think we are the same generation, so we like the same movies, I think. Is Stitch also your favorite movie? Film? Yeah? Yeah. Okay. Ohana means family. Nobody gets left behind or forgotten. Yeah, I remember. Look at this cat. Very happy cat. Maybe she needs to go to Disneyland too. Looks a bit like one of the cats from Aristocats, doesn't it? Alors bien sûr, quand les gens disent qu'ils n'aiment pas les fans de Disney, on pourrait leur répondre qu'ils n'ont pas de sensibilité, qu'ils ont perdu leur âme d'enfant, qu'ils n'arrivent plus à rêver ou tout simplement qu'ils sont agacés parce que des gens se réjouissent d'une passion qui n'est pas la leur. Mais la vérité, c'est que c'est souvent le symbole qu'il y a derrière dont ils parlent. Disney, c'est le capitalisme. Ça serait hypocrite de le nier. Mais je trouve que Disneyland Paris a pris un peu une tournure où c'est très très cher. Et des fois, j'ai l'impression que ça mange la magie qu'est Disneyland Paris. Et oui, se permettre d'aller plusieurs fois par an dans un parc d'attractions, ça commence à coûter de l'argent. Et quand ça commence à parler d'argent, ça se passe jamais vraiment bien. En fait, c'est que c'est une passion qui est surtout destinée aujourd'hui à la classe moyenne supérieure. Donc assister à ça, c'est se rappeler qu'on n'a pas les moyens. Bien sûr, toute passion coûte de l'argent, mais les fans de Disney sont les plus voyants, quoi. Et donc les plus jalousés, les plus tournés en ridicule, les moins aimés, vous connaissez la recette. Et plus une communauté est grande, plus il y a des chances que des individus à l'intérieur, voulant la défendre, desservent en réalité la cause. À la fois nos clients et le public auquel ils s'adressent sont extrêmement intenses. Tout est intense en fait. Les budgets sont fous. C'est plusieurs dizaines, centaines de millions de dollars pour des attractions. Les clients sont extrêmement intenses, ils sont extrêmement attachés à leur vision, à leur licence aussi. Je peux te parler du fait que on est allé faire des mock-ups, donc des petites versions de certains effets qu'on voulait montrer en Floride. Ça se fait dans des entrepôts qui sont absolument pas marqués, qui sont en fait des entrepôts industriels, mais dans lesquels des fois on rentrait et puis il y avait des dizaines de personnes qui travaillaient sur des maquettes vraiment impressionnantes de nouvelles sections de X ou X choses. Tu te fais fouiller, ils fouillent sous ta voiture avec des miroirs pour essayer de voir s'il n'y a pas des dispositifs d'enregistrement qui sont cachés. Ça, c'est quand même assez impressionnant. Je trouvais tout ça un petit peu fou et un petit peu exagéré, jusqu'à ce que je me rende compte qu'il existe toute une sous-culture d'aficionados des parcs à thème qui sont toujours en train de gratter pour essayer de trouver une exclusivité. Par exemple, il y a un nouveau projet de theme park sur lequel travaille Universal. À un moment donné, les plans du parc ont fuité parce qu'il y a des gens qui sont allés consulter les cadastres de construction de la ville dans laquelle ils sont implantés pour essayer de trouver les plans d'aménagement d'eau. Et ils sont vraiment à l'affût de ce genre de choses, du dernier scoop. Et il y a un public qui est avide de consulter ces infos-là. Au fond, est-ce qu'on n'est pas un peu tous des fans de Disney ? On fait tous de la pub gratuitement, en portant des logos des marques qu'on achète. On achète tous des trucs chers pour donner envie à des gens qu'on n'aime pas. Des trucs dont on se fout parfois complètement. Contrairement aux adultes fans de Disney qui, eux, au moins dépensent leur argent dans quelque chose qu'ils aiment. Alors oui, je suis désolé, mais je ne dirais pas si je trouve ça bien ou mal. Il y a autant d'arguments pour les sports en équipe, par exemple, ça regroupe, ça rassemble, ça rend fier, que d'arguments contre. Ça regroupe contre d'autres personnes, ça encourage à humilier les groupes adverses, et on pourrait aller plus loin en parlant des gens qui construisent les stades, de la pollution des déplacements, de l'argent qui pourrait être utilisé ailleurs, etc. etc. Et pour Disney, c'est pareil. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où on vient au monde, chaque action, chaque inaction va faire plaisir à quelqu'un et faire chier quelqu'un d'autre. Je pense pas que la conclusion de tout ça, ce soit de dire faites, ça sert à rien de réfléchir. Au contraire. Et d'ailleurs, je vous recommande du fond du cœur l'excellente série The Good Place qui traite à fond ce type de sujet. Je pense qu'il faut avoir conscience de tout ça. Il faut se poser des questions morales sur les décisions qu'on décide de prendre ou non. J'ai l'impression d'ailleurs que cette vidéo
est là pour ça. Alors vous me répondrez sûrement qu'il est aujourd'hui impossible d'acheter, de consommer, de faire quoi que ce soit sans que ça ait un impact négatif sur quelqu'un de l'autre côté de la planète. Et vous auriez raison. C'est pour ça que selon moi, il faut toujours remettre en question le monde qui nous entoure. Ne pas bêtement accepter les critiques d'un groupe sur un autre, voir ce que l'on peut et ce que l'on ne peut pas contrôler, et tant qu'à faire, je sais pas moi, profiter un petit peu. Esmeralda was dancing, and it was the last, the last one on the parade. I saw Esmeralda, and suddenly I went running behind, the float. And yeah, my mom was like, Eric, don't go. And I was like, just... J'ai un souvenir de Capitaine Crochet sur un banc. Il est sur un banc et je m'assois à côté de lui et il me pousse et je le vois me pousser, un peu m'embêter. And when I was walking on the path, and by surprise, he put his hand on my shoulder. And I wasn't looking. He put his hand on my shoulder. The genie from Aladdin. From Aladdin. J'aurais dû me mettre au régime. Je n'aurais pas dû sécher les cours de